Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo qui concerne les tissus conjonctifs. Donc là on rentre plus en détail dans le programme de l'histologie en voyant bien en profondeur ces tissus conjonctifs. Donc on va faire une description de tous les types de cellules qu'on peut retrouver dans les tissus conjonctifs. Ensuite, on verra la composition de la matrice extracellulaire. On fera ensuite une brève classification de ces tissus conjonctifs et on verra quelques cas pathologiques, donc des implications en médecine. Donc, un tissu conjonctif, en fait, qu'est-ce que c'est? La première fonction, la fonction principale des tissus conjonctifs, ça va être d'assurer le lien entre des tissus et des organes. C'est un rôle aussi structural et un rôle également pour la régulation de tous les tissus. Ce sont des tissus importants parce que ce sont dans ces tissus que vont cheminer et se distribuer en fait tous les vaisseaux et les nerfs pour vasculariser et innerver potentiellement d'autres tissus. Donc c'est ce qu'on verra par exemple avec les tissus épithéliaux. Donc ces tissus conjonctifs, ils sont constitués de plusieurs éléments. On rappelle, dans un tissu, il y a des cellules et de la matrice extracellulaire. Donc, cette matrice extracellulaire, elle a deux composantes, deux parties. Donc, une partie qui est formée de fibres élastiques et fibres de collagène, qu'on va voir plus en détail dans une prochaine partie. Et ces fibres ainsi que les cellules baignent dans une partie gélatineuse qu'on appelle la substance fondamentale. Donc, dans cette matrice extracellulaire, on a nos petites cellules qui baignent dans ce gel. On a deux grands types de cellules dans les tissus conjonctifs. Celles qui participent à la synthèse de la matrice, donc ça va être notamment les fibroblastes et les fibrocytes, et d'autres qui ne contribuent pas directement à la synthèse de cette matrice. Parmi elles, on en a qui résident, donc qui sont toujours là. C'est par exemple les adipocytes, et d'autres qui sont transitoires. Donc elles transitent par les tissus conjonctifs. C'est principalement des cellules sanguines qui proviennent de la moelle osseuse hémato-poïétique. Donc, ces tissus, on les classifie, ça on le revoit juste après, mais on les classifie en fonction de leur composition en fibres, en substances fondamentales et en cellules. Donc maintenant, on va passer à la description des cellules qu'on peut retrouver dans les tissus conjonctifs. C'est une partie qui va être assez dense, il y a beaucoup de cellules qu'on va décrire. Donc là, il faut bien rester concentré sur cette partie, elle est assez longue, assez complexe. Une fois qu'on a compris un peu à quoi toutes ces cellules servent, ça va beaucoup mieux. Déjà, ce qu'il faut retenir, et ça c'est vraiment la phrase de base, c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir, qui tombe tout le temps. Les cellules des tissus conjonctifs, elles ne sont pas jointives entre elles et le plus souvent, elles sont mobiles. On verra que c'est l'inverse, par exemple, des cellules qu'on trouve dans les épithéliums qui sont, elles, très jointives et immobiles. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les tissus conjonctifs, on est vraiment sur des cellules qui ne sont pas jointives et le plus souvent mobiles. Donc, on peut différencier en fait les cellules résidentes, donc notamment fibroblastes, fibrocytes, adipocytes, et des cellules transitoires. On va commencer avec la description des cellules résidentes en commençant par les fibroblastes. Les fibroblastes, c'est vraiment la cellule de base des tissus conjonctifs. On les retrouve dans tous les tissus conjonctifs. À chaque fois qu'on parle de tissus conjonctifs, il y a forcément des fibroblastes. Ce sont les cellules en fait qui vont participer à la synthèse et à la sécrétion des protéines qui constitueront la matrice extracellulaire. Ce sont des cellules qui sont de forme fusiforme, comme on peut le voir ici, étoilées, avec des prolongements assez courts. Et ce sont des cellules qui dérivent des cellules souches mésenchymateuses. Les fibrocytes, en fait, un fibrocyte, c'est un fibroblaste, mais en plus vieux. Donc, du coup, il a une plus faible activité, il est plus petit et plus allongé. Mais en soi, c'est la même cellule, c'est juste que le fibrocyte, c'est un fibroblaste plus âgé. Les fibroblastes, ce sont des cellules qui ne sont pas très mobiles, sauf lorsqu'elles vont synthétiser les protéines. Dans ce cas-là, elles ont une possibilité de migrer dans le tissu conjonctif. Dans leur cytoplasme, on retrouvera plein d'organites, comme on peut le voir ici sur ce schéma. Et le fait d'avoir plein d'organites, c'est ce qui reflète l'importante activité de sécrétion des protéines.
Deuxième type de cellules résidentes qu'on peut trouver dans les tissus conjonctifs, c'est les cellules adipocytes. Les adipocytes, en gros, c'est vos cellules graisseuses qui vont stocker vos lipides, votre graisse. Dans les adipocytes, on en a deux types. La plupart des adipocytes sont des adipocytes blancs qui permettent de mettre en réserve les lipides ou de les libérer quand on en a besoin. Les adipocytes blancs, ils sont uniloculaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, ils ont une énorme vacuole qui présente quand même, qui contient 95% de lipides et qui prend vraiment la majorité de la place de la cellule. Et du coup, bah, tout ce qui est noyau et organite, c'est complètement refoulé en périphérie. Donc, comme on peut le voir, ce sont des cellules qui sont sphériques ou polyédriques, mais la plupart du temps, c'est quand même assez sphérique. Du fait de cette énorme vacuole de lipides en microscopie optique, en fait, ces cellules apparaîtront optiquement vides. Voilà, donc c'est ce qu'on voit par exemple sur la photo, sur l'image histologique ici. On a l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur, hein, sauf le petit noyau qu'on voit là totalement refoulé. On a l'impression que sinon c'est vide. En fait, ça, ce vide, c'est la vacuole de lipides complètement remplie. Après, on a un deuxième type d'adipocytes, ce sont les adipocytes bruns. Les adipocytes bruns, eux, ils sont multiloculaires, donc ils ont plusieurs vacuoles de graisse. Ce sont des cellules qui sont plutôt polyédriques avec de nombreuses du coup, vacuoles lipidiques et un noyau également qui est plus large. Mais globalement, ces adipocytes bruns, ils sont plus petits en taille que les adipocytes blancs. En fait, à quoi ils servent ces adipocytes bruns? Ces adipocytes bruns, ils sont impliqués dans la combustion des lipides et la production de chaleur grâce aux mitochondries. Les mitochondries, c'est d'ailleurs ce qui va leur donner leur couleur brune, puisque, par exemple, c'est ce qu'on voit là, les mitochondries, elles sont de couleur marron. Donc, comme il y a plein de mitochondries dans ces adipocytes bruns, c'est pour ça qu'on les appelle les adipocytes bruns. Donc, ces adipocytes bruns, ils permettent ce qu'on appelle la thermogénèse sans frisson. Donc, ils sont très importants chez le nourrisson et chez les animaux qui hibernent. Mais en tant qu'adulte, on n'en a presque plus, hein. Ils sont quasi absents chez l'adulte. Chez l'adulte, on retrouvera quasiment que des adipocytes blancs. Donc, on va continuer maintenant avec les cellules transitoires qu'on peut retrouver dans les tissus conjonctifs, en commençant par les macrophages. Donc, les macrophages, c'est des grosses cellules qui servent à la défense de l'organisme. Ce sont les cellules qui vont réaliser la phagocytose. Donc, en fait, les macrophages, ils dérivent des monocytes sanguins. C'est-à-dire que quand on est situé dans un vaisseau, dans le sang, on parle de monocytes. Et à partir du moment où ce monocyte pénètre dans un tissu, on parle de macrophages. Mais sinon, c'est les mêmes cellules. Donc, ce sont des cellules qui sont polymorphes et qui vont pouvoir en fait changer de forme en fonction de leur activité et de leur localisation. Ce sont des cellules très mobiles qui vont pouvoir se déplacer au sein du tissu, justement pour réaliser la phagocytose et pour défendre l'organisme. Donc, comment ça se passe? En fait, lorsque le tissu ou la cellule va détecter un corps étranger, le macrophage, grâce à son cytosquelette bien développé, il va pouvoir se déplacer rapidement vers ce corps étranger. À partir de là, il va émettre des pseudopodes, donc des inclusions de son cytoplasme, qui vont venir en fait entourer le corps étranger. Comme ça, il l'entoure avec les pseudopodes. Et dans ces pseudopodes, on a plein de lysosomes qui vont pouvoir dégrader le corps étranger. Donc cette phagocytose, ça sert du coup à dégrader et éliminer les corps étrangers, mais aussi à renouveler les tissus, notamment avec le matériel qui a pu être dégradé pour qu'on le renouvelle. Ces macrophages, ils peuvent servir également à la réponse anti-infectieuse, ou plutôt au déclenchement de cette réponse. En fait, à partir des petites granules qui restent du corps étranger qui viennent de phagocyter, eh ben, ça va constituer en fait des antigènes que l'on pourra présenter au lymphocyte, qui lui se chargera à proprement parler de la réponse anti-infectieuse. Mais le déclenchement, ça peut provenir des macrophages qui présentent des antigènes aux lymphocytes. Donc justement, les lymphocytes. Les lymphocytes, c'est ceux qui vont être responsables véritablement de la réponse immunitaire. Donc ce sont des petites cellules qui ont un petit noyau et un cytoplasme qui est quasi inexistant. En fait, la cellule est principalement constituée du noyau.
Ces lymphocytes, on les retrouve dans la plupart des tissus conjonctifs, surtout ceux de formation lymphoïde, c'est-à-dire qui proviennent de la moelle osseuse, de la rate ou des ganglions. Donc, on en aura beaucoup dans le sang, dans la lymphe, mais aussi dans les tissus conjonctifs. Donc, ces lymphocytes, en fait, il y en a différentes sortes et ils vont pouvoir avoir des rôles très hétérogènes. Certains vont être responsables de la régulation de la réponse immunitaire. D'autres pourront réaliser la cytotoxicité. Donc, ça, c'est les lymphocytes T. Bon, le moyen mémotechnique, c'est assez simple. Cytotoxicité, il y a assez de T pour retenir que c'est les lymphocytes T. Donc, en fait, c'est eux qui vont tuer les cellules infectées. Et certains sont spécialisés dans la réponse aux anticorps, dans la réponse anticorps. C'est notamment les lymphocytes B et les plasmocytes qu'on voit juste après. Donc voilà, les plasmocytes, ce sont des cellules qui ont un rôle assez complémentaire par rapport aux lymphocytes. Déjà, il faut savoir qu'ils proviennent de la différenciation de lymphocytes B. Donc, ils ont à peu près le même rôle que les lymphocytes B. Ils vont synthétiser et sécréter des immunoglobulines, c'est-à-dire des anticorps. Donc, encore une fois, c'est pour la défense de l'organisme, réponse anti-infectieuse. Donc, les plasmocytes, ce sont des cellules ovoïdes qui sont assez larges, avec des organites bien développés, notamment un appareil de Golgi bien développé, ce qui reflète l'importante activité de synthèse et sécrétion des anticorps et leur activité de glycosylation des anticorps. Les mastocytes maintenant. Donc les mastocytes, ce sont des petites cellules ovalaires qui sont assez mobiles avec un cytoplasme qui est rempli de petites granulations riches en substances vasoactives vasodilatatrices. Ces cellules, on les retrouve principalement dans les tissus conjonctifs de la peau, des voies respiratoires et du tube digestif. Donc grâce à ces informations, ça nous donne des indices en fait pour comprendre que ces cellules sont impliquées dans les réactions d'hypersensibilité et les réactions allergiques. Quand on a une allergie, en général, ça se passe au niveau de la peau, on a des petits boutons qui nous grattent. Ça peut se passer au niveau des voies respiratoires, on a du mal à respirer, ou du tube digestif, où là, on a des problèmes digestifs. Donc voilà, les mastocytes, ce sont vraiment les cellules qui sont impliquées dans les réactions allergiques, et on va voir justement comment ça se passe. Donc en fait, au niveau de la membrane de ces mastocytes, on a des récepteurs au fragment Fc des immunoglobulines E. On rappelle que les immunoglobulines, ce sont des anticorps. Donc sur la membrane des mastocytes, on a plein de récepteurs à des anticorps immunoglobulines E. Donc en fait, à partir du moment où les immunoglobulines E vont se fixer aux récepteurs présents sur la membrane des mastocytes, ça va déclencher une réaction et on va avoir une dégranulation des mastocytes. Toutes les petites granules qui contenaient des substances vasodilatatrices qui étaient situées dans le cytoplasme, elles vont sortir en dehors de la cellule. Et du coup, on va avoir libération de substances vasodilatatrices, ce qui va entraîner une vasodilatation locale importante à un certain niveau, donc là où il y a la réaction, et ce qui va provoquer un influx de cellules sanguines, c'est ce qui va notamment faire gonfler le tissu. S'il y a trop de mastocytes ou s'il y a trop de récepteurs aux immunoglobulines E, cette réaction, elle peut devenir excessive et c'est là qu'on tombe dans la pathologie, dans l'allergie. On pourra par exemple avoir des allergies de type crise d'eczéma, crise d'urticaire, chute de pression artérielle, choc anaphylactique, etc. Donc voilà, on en a fini pour cette partie qui décrit tous les types de cellules qu'on peut retrouver dans un tissu conjonctif. Maintenant, on passe à la deuxième composante d'un tissu qui est la matrice extracellulaire. Donc en fait, la matrice extracellulaire, c'est un ensemble de macromolécules qui ont été synthétisées par justement les cellules des tissus qu'on vient de voir, notamment les fibroblastes. Donc en fait, il faut considérer que les cellules du tissu conjonctif, elles baignent dans un milieu qui est riche en eau et en molécules diverses, donc c'est notre matrice extracellulaire. Parmi ces molécules, certaines vont pouvoir s'assembler en fibres et d'autres vont également s'assembler, mais ça sera trop fin, trop petit pour qu'on puisse le voir à l'aide d'un microscope. Donc ça apparaîtra optiquement vide. C'est ce qu'on appelle la substance fondamentale. Donc, du coup, on peut dire que la matrice extracellulaire, elle est composée de fibres, collagène et fibres élastiques, de substances fondamentales, qui, on le verra, est composée de glycosaminoglycanes et protéoglycanes, et également des protéines d'adhésion que l'on détaille juste après. Donc, on commence avec les fibres de collagène. Déjà, il faut savoir que le collagène, c'est la protéine extracellulaire la plus abondante du corps humain et de tous les organismes. On en retrouve vraiment dans beaucoup de tissus.
C'est une fibre, une protéine qui est très résistante aux agents chimiques. Son enzyme de dégradation, c'est ce qu'on appelle la collagénase. Il existe plein de types différents de collagène qu'on détaille juste après. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le collagène, il est synthétisé, encore une fois, par les fibroblastes. Donc, on aura une synthèse intracellulaire à l'intérieur des fibroblastes qui commence par un assemblage de 3 chaînes polypeptidiques. Ces polymères de collagène, ils sont très solides et très inextensibles en comparaison aux fibres élastiques qui sont, elles, élastiques. Dans certains tissus, ces fibres de collagène, elles peuvent se regrouper et former un réseau parallèle, c'est-à-dire des faisceaux. Donc voilà, là on passe à une partie hyper importante, la formation du collagène. C'est une partie que le prof aime beaucoup et qui fait beaucoup tomber le jour de l'examen en QCM. Donc en fait, dans le fibroblast, on va avoir formation d'un polypeptide de 338 triplés d'acides aminés. C'est ce qu'on voit ici. Ces triplés, ils commencent toujours par de la glycine. On retrouve également beaucoup de proline et d'hydroxyproline. Le fait que ces triplés soient assez répétitifs, ça va être responsable d'une spiralisation de notre polypeptide. Donc, grâce à cette spiralisation, on va avoir 3 polypeptides qui vont pouvoir s'assembler et former une triple hélice en s'enroulant les uns autour des autres, sauf au niveau des extrémités, ce qu'on appelle les télopeptides, où là, c'est pas enroulé en triple hélice. Mais du coup, cette formation en triple hélice, sauf au niveau des extrémités, c'est ce qu'on appelle le procollagène. C'est ce qu'on voit ici. À partir de ce moment-là, le procollagène, il va être sécrété en dehors de la cellule. Donc jusque-là, on était à l'intérieur du fibroblast. À partir de maintenant, on sort de la cellule et on va avoir un clivage des extrémités. Donc en fait, on va couper les télopeptides qui n'étaient pas enroulés et ça va alors former ce qu'on appelle du tropocollagène. Donc moi, pour retenir procollagène et tropocollagène, je me disais que procollagène, il y a une seule syllabe avant collagène, donc c'est la première étape, alors que dans tropocollagène, il y a 2 syllabes avant collagène, donc c'est la deuxième étape, ça vient en deuxième partie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différents types de collagène, des collagènes fibrillaires et des collagènes non fibrillaires. Si on continue dans les collagènes fibrillaires, eh ben, on va suivre d'autres étapes. Si c'est non fibrillaire, on s'arrête à cette étape. Mais du coup, pour les collagènes fibrillaires, il faut considérer qu'après notre formation de tropocollagène, on va avoir plusieurs tropocollagènes qui vont pouvoir se superposer les uns sur les autres. Ça, c'est hyper important de comprendre que c'est les uns sur les autres et ça va alors former ce qu'on appelle des fibrilles. Ensuite, ces fibrilles, elles vont pouvoir s'assembler les unes après les autres. Donc là, c'est à la queue leu-leu. Il faut bien retenir la différence entre les deux. Et une fois que c'est fait, on obtient alors des fibres. Et enfin, ces fibres peuvent se regrouper en faisceaux. Donc là, ce qui est hyper important à retenir, c'est que dans les fibrilles, c'est une superposition de tropocollagènes les uns sur les autres, alors que dans les fibres, c'est une apposition à la suite, donc les uns après les autres, à la queue leu-leu de fibrilles pour donner une fibre. Donc on récapitule les étapes de formation. Donc assemblage de polypeptides qui forment du procollagène en triple hélice, sauf au niveau des extrémités. C'est sécrété en dehors de la cellule à laquelle on clive les télopeptides et on obtient alors du tropocollagène. Ces tropocollagènes se superposent les uns sur les autres pour obtenir des fibrilles. Ces fibrilles peuvent s'assembler les unes à la suite des autres, donc à la queue leu-leu, pour donner des fibres. Et enfin, dans certains cas, ces fibres peuvent se regrouper en faisceaux. Donc, comme je vous l'ai dit, il existe différents types de collagènes. Des collagènes qui vont former des fibrilles, donc les collagènes fibrillaires, et d'autres qui ne vont pas en former, ce qu'on appelle les collagènes non fibrillaires. Et certains seront indéterminés, mais ça, on s'en fiche un peu. Donc là, c'est un tableau qui récapitule les différents types de collagène et où est-ce qu'on les trouve. Donc le collagène de type 1, on le trouve principalement dans les tissus conjonctifs et les os. Là, c'est celui qui va nous intéresser dans ce cours, du coup. Le collagène de type 2, on le retrouve principalement dans les cartilages. Vous le verrez avec Charlotte. Le collagène de type 3, on le retrouve dans la réticuline. Donc la réticuline, c'est tout ce qui va être formation dans la moelle osseuse, des ganglions, rate, foie, tout ça.
Donc moi, pour retenir réticuline, je me disais rétriculine, tri comme 3. Attention, le dernier type de collagène fibrillaire, c'est le collagène de type 5, qu'on retrouve au moment de la grossesse, dans le placenta notamment. Après, on passe au collagène non fibrillaire, avec par exemple le collagène de type 4, qu'on retrouve principalement dans les lames basales. Ça, c'est hyper important, collagène 4 dans les lames basales. Le 6, plutôt dans les fibres élastiques. Le 7, en sous-épidermique, donc dans la peau. Et 8, 9, 10, c'est des collagènes mineurs auxquels on ne s'intéresse pas dans ce cours. Donc, on passe maintenant au deuxième type de fibres que l'on peut retrouver dans cette substance, dans cette matrice extracellulaire. Donc, les fibres élastiques, elles sont présentes dans la plupart des tissus conjonctifs et c'est ce qui va leur conférer du coup ce caractère assez élastique. Leur principal constituant, c'est ce qu'on appelle l'élastine. C'est une protéine qui est très résistante et qui dérive de la tropoélastine. Donc en fait, cette protéine d'élastine, elle va être composée de parties qui sont spiralées, comme on peut le voir ici, et des parties qui sont assez tendues, comme on peut le voir ici. Et cette alternance de parties spiralées, parties tendues, c'est ce qui va être responsable du caractère élastique, c'est-à-dire que cette alternance de parties spiralées et parties tendues, c'est ce qui va être responsable en fait du caractère élastique, c'est-à-dire que par exemple, quand on va tirer, ça va pouvoir s'étirer et quand on relâchera, ça reprendra sa forme initiale. Donc en fait, les fibres élastiques, c'est une interaction entre de l'élastine, mais également de la fibrilline. Ces deux protéines étant sécrétées par les fibrocytes. Donc en fait, il faut considérer que le fibrocyte, il sécrète de la fibrilline, des microfibrilles de fibrilline. C'est ce qu'on voit en violet ici. Et entre ces microfibrilles, on va pouvoir synthétiser et mettre de l'élastine qui va conférer le caractère élastique. Donc c'est ce qu'on voit en bleu ici. Donc c'est vraiment une interaction entre de l'élastine et des microfibrilles de fibrilline. Ça, c'est une phrase qu'il faut vraiment retenir. La capacité de synthèse de l'élastine, elle est maximale à la fin de la vie fœtale. Et plus on vieillit, plus l'élastine disparaît, remplacée par du collagène. C'est pour ça que plus on vieillit, par exemple, moins notre peau est élastique. On peut le voir chez les vieux, hein, ils ont plus leur peau très élastique, ils ont la peau qui va plutôt pendre. Ouais, c'est beaucoup moins élastique parce que justement l'élastine a été remplacée par du collagène qui, on le rappelle, est moins extensible que l'élastine. Donc on passe à la deuxième composante de la matrice extracellulaire, la substance fondamentale. La substance fondamentale, il faut considérer que c'est un peu comme un gel compressible dans lequel va pouvoir circuler nos cellules et nos fibres du tissu. Donc petit rappel de tout à l'heure, on avait dit que la substance fondamentale, c'était des molécules qui s'étaient assemblées mais de façon trop fine, trop petite pour pouvoir être observées. Du coup, on considère que en microscopie optique, la substance fondamentale est amorphe. Ça, c'est hyper important à retenir, ça tombe souvent en QCM. Mais si on va plus loin avec un microscope électronique, on se rend compte qu'en fait, c'est un réseau de glycosaminoglycanes. Les glycosaminoglycanes, ce sont des polysaccharides. Quelques propriétés justement de ces glycosaminoglycanes, donc ils sont chargés négativement et du coup, on peut dire qu'ils sont hydrophiles puisque l'eau c'est chargé positivement. Donc en fait, ils attirent l'eau, ils retiennent les ions positifs, comme le sodium également. Le fait justement d'attirer l'eau, c'est ce qui va permettre de maintenir une certaine architecture, une certaine structure du tissu pour empêcher leur déformation. Certains glycosaminoglycanes, notamment les glycosaminoglycanes sulfatés, vont pouvoir faire des liaisons covalentes avec des protéines pour donner des structures plus grosses qu'on appelle les protéoglycanes. Il faut considérer que la majorité des glycosaminoglycanes peuvent devenir des protéoglycanes, sauf un qui est vraiment l'exception à retenir, c'est l'acide hyaluronique. Donc voilà, il faut bien retenir que l'acide hyaluronique, c'est un des seuls glycosaminoglycanes qui ne peut pas faire de qui ne peut pas devenir un protéoglycane. Enfin, dernière composante qu'on peut retrouver dans la matrice extracellulaire, ce sont les protéines d'adhésion. Donc les protéines d'adhésion, ce sont des glycoprotéines qui vont pouvoir faire le lien entre la matrice extracellulaire de notre tissu conjonctif et des cellules qui viennent au contact de ce tissu.
Ce contact, ce lien, il se fera par le biais de d'autres protéines qu'on appelle les intégrines. En fait, il faut considérer que les intégrines, elles vont se lier d'un côté avec nos protéines d'adhésion qui sont situées dans la matrice, et de l'autre côté, elles vont pouvoir se lier à des protéines intracytoplasmiques de la cellule. Il existe plein de protéines d'adhésion différentes. Nous, on s'intéressera surtout à la fibronectine et à la laminine pour ce. Donc, tout d'abord, la fibronectine. La fibronectine, c'est une protéine d'adhésion qui est synthétisée et sécrétée, encore une fois, par les fibroblastes. Donc, vous voyez que les fibroblastes, ils sont hyper importants, hein. C'est vraiment la cellule de base des tissus conjonctifs. C'est une glycoprotéine qui va être formée de deux chaînes identiques, comme on peut le voir sur l'image ici. Une des extrémités de ces chaînes va pouvoir se lier aux intégrines transmembranaires et l'autre est relié à des protéines de la matrice. Donc en fait, il faut considérer que, par exemple, là, vous avez votre fibronectine qui est dans la matrice, et là, vous avez une intégrine qui, elle, peut traverser la membrane et aller se lier à une autre cellule qui est au contact du tissu. Donc on a la cellule avec ses protéines qui est liée par le biais de l'intégrine, et l'intégrine, elle, elle est liée aux protéines d'adhésion qui sont situées dans la cellule, dans la matrice extracellulaire, pardon, de notre tissu conjonctif. J'espère que c'était assez clair parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Il faut bien retenir qu'il y a une extrémité qui se lie à la matrice et l'autre qui se lie aux protéines de la cellule. Mais cette cellule, elle ne fait pas partie du tissu conjonctif, elle est en dehors. Autre type de protéines d'adhésion qu'on peut retrouver, les laminines. Les laminines, on les retrouve surtout dans les lames basales. Ça fonctionne selon le même principe. On a un domaine de liaison aux intégrines transmembranaires et l'autre côté est lié à des protéines de la matrice, par exemple de fibronectine ou d'autres protéines. Donc, il faut considérer que la laminine, c'est ce qui va principalement faire le lien entre un tissu conjonctif et une lame basale. On peut le retrouver également entre un tissu conjonctif et un épithélium, entre un tissu conjonctif et des cellules adipeuses, ou même des cellules musculaires et cellules de Schwann. Ça, vous le reverrez avec Charlotte. Donc justement, petit aparté sur la lame basale, c'est une partie assez importante. La lame basale, il faut considérer qu'elle est composée de plusieurs choses, notamment de collagène. Donc on rappelle collagène de type 4. Moi, je retenais que 4. Dans l'âme, il y a 4 clés, donc c'est collagène de type 4. On a également des protéoglycanes et bien sûr des glycoprotéines d'adhésion, notamment notre fameuse laminine. Donc, la lame basale, elle est composée de 3 couches successives. La plus superficielle, tout en haut, on aura la lamina lucida, qu'on appelle aussi lamina rara. Cette couche, elle est assez claire aux électrons, elle est directement sous la membrane plasmique des cellules et elle contient notamment des intégrines transmembranaires. En dessous, on a la couche de la lamina densa. Cette lamina densa, elle est opaque, dense aux électrons et c'est vraiment la partie la plus épaisse de la lame basale. C'est dans cette partie qu'on retrouvera principalement du collagène de type 4 et un petit peu de collagène de type 7. Et la couche la plus profonde, c'est la lamina fibroreticularis, qui est d'épaisseur variable en fonction des tissus. Dans cette lamina fibroreticularis, on va avoir des fibrils de collagène de type 3 et des fibres élastiques qui se lient en fait à la couche susjacente, donc à la lamina densa. Donc les lames basales, on les retrouve principalement entre un tissu conjonctif et un épithélium. C'est ce qui sert à faire l'adhésion entre les deux. Donc les lames basales, ça joue également du coup le rôle de barrière physique et mécanique entre deux tissus. Ça peut être aussi un lieu de stockage pour des facteurs de croissance. Et ça peut également servir à transmettre des signaux entre différents tissus. Donc voilà, on en a fini pour cette description à proprement parler des tissus conjonctifs. Maintenant, on va voir leur classification. Donc on rappelle que la classification des tissus conjonctifs, elle repose sur la proportion en fibres par rapport à la quantité en substances fondamentales et en cellules. Grâce à ces proportions relatives, on peut distinguer deux grands types de tissus conjonctifs, les tissus conjonctifs lâches et les tissus conjonctifs denses.
Donc, les tissus conjonctifs lâches, ils auront une faible proportion de fibres comparée à une grande richesse en cellules et en substances fondamentales. On peut distinguer plusieurs types de tissus conjonctifs lâches, dont le plus répandu, vraiment, c'est le tissu qu'on retrouve le plus chez l'homme, c'est le tissu conjonctif lâche non spécialisé. Donc, dans ce tissu, on aura quelques fibres, mais qui sont très dispersées et sans orientation spécifique. On a également le tissu mucoïde. Le tissu mucoïde, c'est un tissu conjonctif qui est très très lâche, avec une substance fondamentale très abondante. C'est par exemple le tissu que l'on retrouve dans le cordon ombilical, donc dans le tissu mésenchymateux embryonnaire. Le tissu adipeux fait également partie des tissus conjonctifs lâches sous forme de graisse blanche ou graisse brune. Et finalement, le tissu réticulé qui présente une charpente de collagène qui est uniquement faite de réticuline, donc on rappelle collagène de type 3, mais c'est vraiment une très faible proportion puisqu'on aura principalement de la substance fondamentale et des cellules. Donc par opposition, on a les tissus conjonctifs denses. Eux, du coup, ils ont une prédominance en fibres par rapport à une proportion en cellules et en substances fondamentales très faible. Les cellules, ça sera principalement des fibroblastes et des fibrocytes pour synthétiser la matrice extracellulaire, mais il y en aura très peu par rapport au tissu conjonctif lâche. Du coup, on retrouve le tissu conjonctif dense, orienté. Donc là, on a de nombreuses fibres qui sont bien parallèles, bien alignées entre elles, ce qui fait qu'on l'appelle le tissu orienté. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans le stroma cornéen, donc dans la cornée, où on a des fibres de collagène qui sont rangées en lamelles bien parallèles et superposées régulièrement, ce qui assure en fait la transparence du milieu. Si elles n'étaient pas bien parallèles, bien orientées, et ben en fait, ça serait pas transparent et ben on verrait pas. Donc là, par exemple, sur cette coupe histologique, c'est une coupe de tendon où on voit bien toutes ces fibres qui sont bien alignées, bien orientées. C'est un tissu conjonctif dense très fibreux avec, comme on peut le voir, très peu de cellules. Et maintenant, on passe à quelques implications en médecine, donc quelques pathologies qui concernent les tissus conjonctifs, en commençant par une pathologie qui touche le collagène. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Il existe plusieurs formes de ce syndrome qui peuvent être dues tout d'abord à un déficit de procollagène peptidase. La procollagène peptidase, c'est une enzyme qui est normalement responsable du clivage des extrémités du procollagène. Donc, si elle est en déficit, le clivage ne se passe pas ou se fait mal et du coup, on obtient du collagène anormal. Ce syndrome, il peut être également dû à une mutation du gène qui code pour la lysylhydroxylase. La lysylhydroxylase, c'est une enzyme qui est responsable en fait de la formation, enfin, d'une partie de la formation du collagène. Donc, si elle est mutée, en fait, ça va entraîner des diminutions au niveau de la solidité du collagène. Dans les deux cas, on se retrouve avec du collagène anormal, du collagène fragile. Donc, cliniquement, on pourra avoir des luxations récidivantes des grosses articulations ou encore une hyperélasticité cutanée, comme on peut le voir sur la photo ici, ou bien une hyperlaxité des articulations. Autre pathologie qui touche les tissus conjonctifs, le scorbut. Le scorbut, c'est une maladie qui n'existe presque plus aujourd'hui. Il y a encore quelques cas, mais c'est vraiment très sporadique. C'est une maladie, une pathologie qui est due à une carence en vitamine C. Donc la vitamine C, c'est ce qu'on appelle l'acide ascorbique. Et du coup, cette carence, ça va avoir des retentissements sur la synthèse d'un collagène de qualité. Donc encore une fois, c'est une pathologie qui touche le collagène et qui sera de qualité anormale. Ici, ça se traduira cliniquement par des troubles de cicatrisation, des atteintes dentaires importantes avec des purulences de gencives, comme on peut le voir ici sur la photo, ou encore un déchaussement des dents. Donc, c'est une maladie qu'on retrouvait beaucoup chez les marins, mais parce que quand on est en mer pendant hyper longtemps, on n'a pas forcément accès aux agrumes, oranges, tout ça. Or, c'est dans ces fruits qu'on a principalement de la vitamine C. Et comme ils n'en avaient pas, bah, ils étaient en carence de vitamine C et donc ils avaient souvent cette pathologie, cette maladie qu'est le scorbut. Autre pathologie, l'ostéogenèse imparfaite.
Donc ici, c'est dû à une mutation du gène qui code pour la formation du collagène de type 1. Du coup, on aura des anomalies des structures fibrillaires de tout ce qui va être matrice extracellulaire osseuse, puisqu'on rappelle que le collagène de type 1 est retrouvé dans les tissus conjonctifs et dans les os. D'où l'intérêt de bien apprendre le tableau de tout à l'heure. Donc du coup, comme ça touche le collagène que l'on retrouve dans les os, cliniquement, on aura euh, des fragilités osseuses, des fractures à répétition, des développements osseux anormaux, des déformations osseuses, des os de qualité anormale, et aussi on pourra avoir un syndrome qu'on appelle la sclérotique de l'œil bleu. Donc c'est ce qu'on peut voir ici sur l'image. On voit que la sclérose de l'œil, ben, elle n'est pas blanche comme elle devrait l'être normalement. Et enfin, dernière pathologie qui concerne cette fois-ci les tissus élastiques, le syndrome de Marfan. Donc, le syndrome de Marfan, c'est une maladie autosomique dominante. Donc, on se rappelle des cours de génétique. Autosomique, ça touche les autosomes, donc ça veut dire qu'on peut autant être touché chez l'homme que chez la femme. Et dominante, ça veut dire que c'est une transmission verticale de génération en génération. Cette maladie, elle est due à une mutation du gène qui code pour la fibrilline. La fibrilline, on rappelle que c'est ce qui entre dans la composition des fibres élastiques. Du coup, cette pathologie, ça touchera principalement les tissus qui sont riches en fibres élastiques. Donc, le spectre clinique est très large. On pourra avoir des sujets avec des bras et des jambes très longues et très fins. C'est ce qu'on appelle la dolicosténomélie, comme on peut le voir sur l'image ici. On peut avoir des sujets avec des doigts très allongés, c'est ce qu'on appelle l'arachnodactylie. Donc moi, pour retenir le nom arachnodactylie, je m'imaginais une main qui ressemble à une araignée et arachno, ça fait penser à araignée. On peut avoir également une cage thoracique en entonnoir, donc comme ça. C'est ce qu'on appelle un pectus excavatum. On peut avoir également une scoliose, des atteintes du cristallin qui aura tendance à se luxer, ou encore des atteintes du système cardiovasculaire. Donc voilà, c'est la fin de ce cours sur les tissus conjonctifs. Voilà, c'est un cours qui est assez important parce que les tissus conjonctifs, c'est quand même le plus gros groupe des tissus qu'on retrouve dans un organisme. Je sais que la partie sur la description de tout ce qui était, de tous les types de cellules qu'on peut retrouver, c'est une partie qui est pas très cool, mais en réalité, elle est hyper importante parce que ces cellules, vous allez les retrouver partout. Et le fait de comprendre leur fonctionnement, à quoi elles servent, tout ça, ça vous aidera vraiment pour tous les autres tissus. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo sur les tissus conjonctifs. Et puis, je vous laisse découvrir de nouveaux secrets d'histo avec mes